Il y a 3 ans, le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, bafouant ainsi le droit international. Cette agression militaire est l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. Depuis cette date, la France se tient résolument aux côtés du peuple ukrainien, œuvrant activement pour le rétablissement de sa souveraineté et le retour de la paix et de la sécurité en Europe. Après 3 ans de guerre intense, ce conflit a profondément impacté notre manière de concevoir la guerre. De nombreux enseignements peuvent être tirés pour l'emploi de nos forces et pour la réflexion stratégique dans son ensemble. Parmi les enseignements majeurs, on relève le nécessaire développement de notre capacité d'adaptation face à de nouvelles formes de conflictualité. Le ministre des Armées l'a rappelé à l'occasion de ses vœux aux armées. La guerre en Ukraine a été un catalyseur d'une transformation structurelle de nos méthodes. Cette guerre de haute intensité se déploie en effet dans tous les milieux, terre, air, mer, espace, cyber, mais aussi dans le champ informationnel et celui des perceptions. Ce conflit a également marqué la réapparition de caractéristiques de la guerre traditionnelle, avec un retour de la guerre de position et l'utilisation d'armes d'usure, peu coûteuses et produites en masse. Ce phénomène induit un changement de modèle de la haute technologie à un format hybride mêlant armes d'usure, visant à épuiser l'adversaire et technologies de pointe. Mais je n'en dis pas plus et cède maintenant la parole au général Hardy et au vice-amiral Slars afin qu'ils nous détaillent justement les enseignements tirés par l'armée de terre et par la marine nationale. Général, amiral, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le général Rodolphe Hardy, commandant en second du combat futur, le pilier transformation et innovation de l'armée de terre, pour faire court, qui est également en charge du retour d'expérience, RETEX, et c'est à ce titre que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 1093 jours que Vladimir Poutine a déclenché une guerre qui remet en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine, définie en 1991 entre Kiev et Moscou, et s'inscrivant dans la continuité des opérations militaires de 2014. À l'approche du 3e anniversaire de l'invasion des forces armées de la Fédération de Russie, je vous propose un point de situation qui, d'une part, tentera de mettre en perspective les événements marquants de 2024 et d'autre part mettra en lumière 3 constats majeurs que l'armée de terre a dressés. Avant cela, quelques points liminaires. D'abord, je m'adresse à vous avec une certaine humilité. Nous ne voyons pas tout, nous ne comprenons pas tout de suite, et je me garderai de prédire l'avenir ou de donner des leçons. Ensuite, le cordonnier s'en tiendra à sa sandale. Je n'aborderai que ce qui est de mon niveau et de ce qui me concerne. Je me tiendrai lors de cette séquence à partager avec vous les constats, les enseignements que tire l'armée de terre de ce conflit. Enfin, mes propos s'inscrivent vraiment en cohérence avec le point de situation sur le sujet qui vous a été fait l'an dernier. Je vous propose de commencer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu riche. On va passer rapidement. 2024 marque la fin de la contre-offensive ukrainienne débutée le 4 juin 2023. Pour mémoire, le 30 novembre 2023, le président Zelensky a acté le changement de posture stratégique de l'Ukraine, la défensive devant désormais irriguer tout le domaine de la conduite de la guerre par Kiev. Ainsi, les forces armées de la Fédération de Russie, ou FAFR, sont non seulement parvenues à mettre un terme aux avancées ukrainiennes, mais elles ont progressivement, tout au long de l'année 2024, enregistré un nombre croissant de gains territoriaux. Doctrinalement, les FAFR ont poursuivi leur modus operandi visant à l'anéantissement de l'ennemi. Sous l'angle de la tactique, le combat en zone urbaine, que nous appelons Azur, conduit par les FAFR, peut être modélisé en 4 phases distinctes.
la phase préparatoire, la phase d'encerclement opératif, la phase d'attrition et la phase de conquête. Par ce procédé, anéantir par fragmentation, Moscou a désormais l'initiative. Les FAFR sont en mode offensif et mènent résolument un combat azur. Je vous propose que nous arrêtons succinctement ensemble sur 6 événements que nous identifions comme autant de jalons marquants, de nature différente certes, des 12 derniers mois. D'abord, la capture d'Avdiivka. Par la capture de cette place forte ukrainienne, les FAFR reprennent définitivement l'initiative dans le Donbass. Le commandement russe exploite ainsi une faille dans la relève des forces armées ukrainiennes afin de tourner par le nord un dispositif défensif établi à la hâte. Les unités mécanisées russes changent de tempo opérationnel en effectuant des actions offensives, un tel rythme n'ayant pas été observé depuis leurs échecs à Vuhledar en février 2023. Je passe sur la deuxième vignette, la loi sur la mobilisation. Initialement perçue comme l'apothéose de l'initiative ukrainienne, la contre-offensive de 2023 s'avère être, par son échec, une sorte de marqueur de la longévité à venir de cette guerre. Afin de tenir un front d'une longueur avoisinant les 1000 km, mais également pour compenser les pertes subies, le président Zelensky promulgue une loi longuement discutée au Parlement, l'abaissement de l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans, tandis que l'engagement reste possible jusqu'à 60 ans. Je passe à la troisième vignette. L'incursion des forces armées ukrainiennes dans l'oblast de Koursk. Face à la poussée des FAFR dans le Donbass, conjuguée à l'incursion de ces derniers dans l'oblast de Kharkiv en mai de cette même année, les forces armées ukrainiennes lancent une offensive dans le secteur de Koursk. Le corps de bataille engagé est composé de certaines des meilleures brigades ukrainiennes. Marquées par une percée initiale fulgurante, les forces armées ukrainiennes sont rapidement fixées par la capacité des Russes à se réorganiser et à former de nouvelles lignes défensives. Quatrième vignette, la chute de Vuhledar. Cette ville, située en hauteur et densément urbanisée, était un élément clé du dispositif défensif ukrainien dans le sud du Donbass. À l'instar d'Avdiivka, les FAFR ont immédiatement exploité leur percée initiale. Affaiblie par les redéploiements de troupes mobilisées dans le secteur de Pokrovsk, cette ville, qui a tenu 2 ans, est tombée en 2 mois. Cinquième vignette, le déploiement des forces nord-coréennes sur le sol russe. Depuis l'automne 2023, de nombreux convois logistiques ferroviaires entre la Corée du Nord et la Russie sont identifiés par imagerie satellitaire. Toutefois, une nouvelle étape semble être franchie 1 an plus tard, quand le renseignement sud-coréen émet l'hypothèse d'un déploiement de troupes du régime de Kim Jong-un dans le théâtre ukrainien, sur le théâtre ukrainien. Initialement attendues en appui logistique, ces unités auraient rapidement été engagées afin de relever les FAFR dans l'oblast de Koursk. Leur nombre reste pour l'heure difficile à déterminer avec justesse. 6e vignette, le tir d'un Oreshnik. Le 19 novembre 2024, Vladimir Poutine signe l'Oukaz 991, document qui n'opère pas un changement profond de la doctrine nucléaire russe, mais davantage un rappel de l'article 5 du mémorandum de Budapest. 2 jours plus tard, la force des fusées stratégiques russes effectue un tir d'Oreshnik sur Dnipro. Première utilisation d'un missile balistique intercontinental lors d'un conflit. Cette frappe projette une nouvelle posture nucléaire de Moscou, comprenant une frappe conventionnelle préventive à l'aide d'un vecteur pouvant transporter des têtes nucléaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Sans chercher l'exhaustivité, je vais maintenant mettre en lumière avec vous 3 constats. L'absence de sanctuaire, l'innovation et finalement les invariants. L'absence de sanctuaire. D'abord, l'absence de maîtrise du ciel. Dans le conflit russo-ukrainien, nous observons l'incapacité des 2 belligérants à obtenir la maîtrise du ciel. La parité prime, les 2 camps disposant de forces aériennes ainsi que de défense solaire multicouches. Cela favorise à la fois l'innovation et l'adaptation. Par exemple, les FAFR ont généralisé l'usage de bombes planantes
en installant un kit sur des bombes lisses comprenant un guidage satellite dans le nez du dispositif, des ailerons directionnels ainsi que des ailes déployables. J'évoque maintenant avec vous l'artillerie et les frappes dans la profondeur. L'artillerie et les dispositifs de frappe dans la profondeur ne sont pas nouveaux. Cependant, la guerre en Ukraine leur a donné une importance particulière, l'aviation dans chaque camp étant limitée à des actions distantes du front. Il convient de dissocier l'artillerie de campagne, dont le rôle est celui de l'appui-feu et de la contre-batterie, des systèmes de frappe dans la profondeur, dont l'objectif est de cibler des objectifs à haute valeur ajoutée, que nous distinguons également des drones dont la portée et la charge utile ne font qu'augmenter. Et troisième volet de ce premier constat, la transparence du champ de bataille. La dronisation à outrance des unités, conjuguée au renseignement aérien et satellitaire, fait que toute concentration de force semble aujourd'hui à proscrire. Une connaissance approfondie du dispositif et des intentions adverses permet de réagir plus rapidement et de prendre les meilleures décisions sur ses propres forces. Parallèlement, l'accélération des procédures d'engagement, l'utilisation de logiciels décisionnels ou encore l'amélioration de la mise en batterie de l'artillerie permettent de réduire les délais de réponse face à une menace. Les conséquences sont multiples, mais parfois paradoxales, ou au moins apparemment paradoxales. Désormais, les belligérants sont dans l'obligation de disperser et de camoufler leurs forces, humaines et matérielles. L'objectif étant qu'une cible militaire n'ait pas assez de valeur pour être frappée par l'ennemi, le coût d'exécution étant trop élevé par rapport aux résultats escomptés. Sauf exception, cette transparence conduit même à réduire le volume des unités et des manœuvres exécutées. Enfin, un paradoxe apparent est né d'une telle situation. L'accélération de la décision et de la capacité d'action qu'induisent les innovations successives à neutraliser la mobilité des deux camps. Je passe maintenant à mon deuxième constat, l'innovation. L'innovation demeure centrale dans la conduite de cette guerre et dans la résistance de l'Ukraine face à un pays qui, encore en 2022, consacrait 11 fois de plus de son budget à la défense. Afin de mettre en lumière les changements apportés par la crise ukrainienne, dans ce domaine, je me limiterai à 3 aspects caractéristiques. Très rapidement, la géométrie du champ de bataille, le changement de tempo dans l'innovation et ce conflit comme un laboratoire à ciel ouvert. Je l'ai évoqué rapidement, la dronisation à outrance, tendance majeure de cette guerre, a pour conséquence directe de modifier la géométrie du champ de bataille, qui désormais couvre lato sensu l'ensemble du territoire agressé. D'un point de vue tactique, les drones permettent dans leur zone d'action de tout voir et de tout détruire. De plus, leur nombre et leur éventuelle endurance permettent d'assurer une relative permanence sur le champ de bataille. Il en résulte que tout combattant, tout véhicule ou matériel situé dans une zone d'une quinzaine de kilomètres en arrière des contacts est passible de destruction, soit immédiatement par un drone de combat, soit par un moyen classique mis en œuvre après avoir été alerté par un drone d'observation. La zone mortelle n'est donc plus de 300 mètres, mais de 15 km. De plus, la guerre en cours se distingue par un changement de tempo dans le cycle innovation, production, mise en service, qui devient beaucoup plus rapide et semble parfaitement en adéquation avec la mesure de la performance issue des sciences de gestion, laquelle évalue l'interaction entre les moyens, les objectifs et les résultats. À défaut de technologies de rupture, nous y reviendrons très rapidement, ce sont des innovations incrémentales rapides sur des moyens à destination duale qui sont privilégiés, comme les téléphones portables équipés d'applications diverses pour servir de capteurs et améliorer les processus de renseignement et de ciblage, ou encore les drones civils transformés avec des munitions distraites de leur utilisation originale et utilisées comme des armes. Une boucle de rétroaction rapide se met en place entre les utilisateurs qui constatent la mesure de la performance sur le terrain et les concepteurs qui font évoluer rapidement le projet initial conformément aux besoins opérationnels. L'adaptation permanente du matériel aux besoins des utilisateurs exige du producteur la capacité de réaliser ces changements au sein de son outil de production. Enfin, une des caractéristiques de l'innovation technologique de ce conflit réside côté ukrainien dans les modes de financement. Un seul exemple, et il y en a beaucoup, Saint Javelin. Ce lance-missile anti-char portable
est un des symboles de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe de 2022, année de la création de la plateforme en ligne Saint Javelin. Tous les bénéfices de la vente de produits dérivés, t-shirts, mugs, autocollants, sont reversés à des œuvres caritatives venant en aide aux Ukrainiens, mais pas uniquement. Des campagnes de financement participatif, comme celle lancée pour Noël 2023, a permis de récolter plus de 500 000 $ afin de fournir aux forces armées ukrainiennes, notamment des drones baptisés FPV pour First Person View, un type de drone, vous le savez, piloté en mode immersif à partir des données de la caméra transmises en temps réel. Ces produits en drone sont en vente sur Amazon. Tout ceci nous permet d'utiliser massivement des innovations technologiques, en particulier dans le domaine des drones. Drones terrestres, aériens, navals, on y viendra certainement. Certains jours, vous le savez aussi, plus de 2000 frappes de drones aériens sont répertoriées côté russe et ukrainien. Et mon troisième constat, les invariants. Il n'y a pas de game changer. Il était récurrent dans ce conflit que certains observateurs présentent une technologie comme étant en capacité de changer le cours de la guerre. Ce fut le cas des HIMARS notamment, censés permettre aux Ukrainiens de désorganiser la logistique et les chaînes de commandement des FAFR, mais qui, mois après mois, voyaient leur efficacité chuter en raison du brouillage de leur guidage GPS. Nous pouvons revenir sur la troisième dimension avec la livraison des bombardiers F-16. En service depuis août 2024, les appareils américains n'ont pas réellement changé la situation sur le terrain face à la densité des systèmes anti-aériens russes. Il en va de même pour les drones, finalement, qui, malgré leur diversité d'emplois, toujours en croissance, s'avèrent être opérés par chacun des camps, de sorte qu'aucun acteur du conflit ne dispose d'un armement que l'autre ne peut pas pleinement contrer. Nous constatons également qu'il n'y a pas d'opposition entre la masse et la technologie. Nous en sommes témoins actuellement, la technologie ne permet pas de remplacer la masse, encore moins la présence de combattants au sol. Il s'agit davantage d'intégrer une notion de complémentarité. L'innovation ouvre les champs du possible, permet de rendre un équipement polyvalent, parfois plus performant. Pour autant, la majorité des armements utilisés dans le conflit russo-ukrainien démontre la nécessité d'un opérateur qui ne peut pas être autre qu'humain. Ce point soulève notamment la question de l'intelligence artificielle, vous le savez, qui, à bien des égards, n'est pas encore prête à prendre la relève, ni même le pas sur la capacité de réflexion et la prise de décision du combattant, même si elle l'aide beaucoup. La réflexion se tourne donc prioritairement vers la complémentarité entre technologie et nombre, et sans doute la notion du juste besoin. Et je terminerai rapidement par le rôle crucial des réserves. Les réserves sont cruciales en ce qu'elles permettent de garantir la cohésion du dispositif, d'effectuer la relève des unités marquées par la durée du combat, de maintenir le moral des forces qui passent du coup mécaniquement moins de temps au contact de l'ennemi, d'exploiter une percée alliée en soutenant l'effort par le premier échelon et de permettre une liberté d'action, au moins de réaction. Enfin, il est important de noter que les réserves sont humaines, assurément, mais également matérielles. Tenir un engagement de haute intensité, tandis que le soutien logistique et l'ensemble des capacités de production sont en permanence un flux tendu et difficilement envisageable. Voilà, je me livrerai à vos questions. Je cède la parole à l'amiral Slars. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis le vice-amiral Emmanuel Slars. Et j'assure la coordination des opérations aéromaritimes en tant que sous-chef d'état-major opération aéronavale. Voilà, donc je suis dans ces responsabilités depuis cet été. Évidemment, je suis complètement en ligne avec le liminaire qu'a fait le général Hardy. Et bien sûr, je souhaite vous faire part de ma grande considération pour la combativité des forces armées ukrainiennes et des Ukrainiens en général. En ces temps incertains, cela doit continuer à forcer notre admiration et notre soutien. Bon, je vais essayer de rester dans un format de 10 minutes. La guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie est aussi une guerre qui a un volet maritime. Et je vous propose de revenir sur les phases de son déroulement, non sans couper un peu dans les coins pour rester dans l'enveloppe temporelle.
de regarder les leçons génériques, qui sont des constantes du combat dans l'environnement aéromaritime, puis de finir sur les adaptations que nous en tirons. Alors, est-ce qu'on peut passer sur la vue suivante? Donc, cette guerre, il faut la voir en intégrant le fait que, depuis la guerre de Crimée de 2014, la marine ukrainienne était réduite à sa plus simple expression. Il faut aussi la voir au-delà du prisme de la seule mer Noire, qui est une mer, vous le savez, qui est quasi fermée, qui présente un espace restreint. Et on a évidemment une guerre qui a un retentissement qui, dans les faits, va géographiquement bien au-delà. Donc du coup, c'est pour ça que je vous présente cette vue. Donc vous avez sur l'image principale le tracé des bâtiments de combat les plus significatifs russes qui ont rallié la Méditerranée et les approches de la mer Noire juste en amont du déclenchement de la guerre par la Russie. C'est-à-dire qu'on a une mobilisation qui est complètement de toutes les grandes bases navales russes, notamment donc, depuis Mourmansk, depuis les bases de la Baltique, et y compris depuis Vladivostok, avec l'envoi de bâtiments les plus significatifs qui convergent vers la Méditerranée pour verrouiller ce théâtre, et pour verrouiller aussi celui de la mer Noire. Alors nous y sommes aussi, à ce moment-là, notamment avec le groupe aéronaval du Charles de Gaulle, mais ça vous l'aviez déjà observé effectivement en 2022. Donc maintenant, si on regarde un petit peu la vignette qui est en haut à droite, vous avez en rouge effectivement le trait de frontière, donc le front entre l'Ukraine et la Russie, qu'on peut aussi comparer quelque part à la longueur du littoral ukrainien, Crimée comprise, qui montre bien qu'on peut se retrouver effectivement dans une situation où on a deux fronts. Voilà, cela étant posé, regardons cette mer Noire maintenant à travers une lecture en 3 temps. Donc, on peut passer sur la vue suivante. Donc le temps 1, c'est l'illusion russe d'une guerre courte et un premier déclin de la baisse de la supériorité russe en mer Noire. C'est une période que moi je positionne de février à juin 2022. Alors si vous vous souvenez bien, parce on sait tous ce qu'on faisait à la fin de février 2022, on a une menace de débarquement russe par la mer sur Odessa et sur Kherson. On appelle cela une opération amphibie. Bon, il s'avère que les forces armées russes vont tergiverser sur ce sujet et privilégieront en fait une manœuvre essentiellement terrestre en étant cela fidèle à leur culture stratégique. Et donc ils ne conduiront pas cette opération en privilégiant une recherche d'assaut sur Kiev et sur l'aéroport d'Ostomel qui seront en fait rapidement abandonnés. Donc on a des troupes ukrainiennes qui étaient fixées par ce risque d'une opération amphibie sur Odessa et qui, compte tenu de son annulation, sont alors en mesure de se redéployer. Et c'est quand même assez fondateur dans cette première phrase. On a également des frappes de missiles de croisière calibre russes qui sont tirés dans la profondeur de l'Ukraine depuis les bâtiments de combat russes en mer Noire. Mais en mer, les Russes sont saisis du même excès de confiance que celui constaté à terre. Vous vous souvenez qu'il y avait eu ces colonnes de chars exposées en panne sèche au nord de Kiev. On a la même typologie d'excès de confiance dans le domaine aéromaritime. Et ça se traduit notamment par l'attaque ukrainienne par un missile antinavire Neptune du croiseur Moskva, dont vous vous souvenez tous aussi, quasiment statique et apathique dans une posture qui paraît complètement inadaptée au niveau de menace dans lequel il évoluait. Le temps 2, c'est de juillet 22 à juillet 23, c'est la réaction ukrainienne. On a des combats héroïques sur l'île aux serpents. Et puis, évidemment, aussi des tentatives internationales de restauration de la liberté de circulation maritime, car nombreux sont les pays qui dépendent des céréales sorties de mer Noire. C'est d'ailleurs la Turquie qui contribue significativement à la reprise du trafic commercial, mais je reviendrai sur ce sujet, parce que c'est évidemment un des grands invariants du domaine maritime. Et puis le temps 3, c'est de juillet 23 jusqu'à aujourd'hui, une contrainte maximale sur la flotte russe et sur la Crimée, dans le champ aéromaritime, des Ukrainiens qui poursuivent sur leur lancée de guerre en mer Noire et qui contraignent avec leurs drones de surface la flotte russe, qui est mal préparée. Ils la contraignent jusque dans les approches de leurs bases navales, les plus à l'est, comme à Novorossiysk. Alors, l'essentiel des bâtiments russes qui sont détruits le sont par des frappes de missiles de croisière, qui les touchent à quai.
il y a effectivement des actions de drones, mais qui sont globalement quand même marginales. Et donc les bâtiments sont frappés par ces missiles de croisière soit à quai, soit directement même au bassin pour ceux qui sont en phase d'entretien. Et puis il y a également des frappes sur le QG de la flotte. Donc j'ai mis quand même un petit tableau en bas à droite qui récapitule les bâtiments russes qui ont été détruits ou endommagés, l'essentiel l'étant par des missiles. Alors maintenant, du coup, on peut élaborer sur quelques invariants. Je l'évoquais ou je le dessinais, c'est l'enjeu des flux maritimes qui est vital pour les deux belligérants. L'activité économique qu'ils supportent, et singulièrement les échanges économiques, sont indispensables à un effort de guerre qui doit se prolonger. Donc, côté ukrainien, macroscopiquement, il y a ce besoin d'exporter des céréales, initialement contraint par la marine russe, contrainte qui s'exerce également par du minage. On l'avait un petit peu oublié, en tout cas certains l'avaient peut-être un peu oublié, des tirs de missiles contre le port et les cargos qui sont à quai à Odessa notamment. Retenez qu'à partir de fin 2023, l'Ukraine a pu reprendre ses exportations quasiment à un niveau proche de 2021, c'est-à-dire 45 millions de tonnes de céréales qui sont exportées, après être passé à un point très très bas en avril 2022. Je rappelle que si l'on veut remplacer un cargo de blé d'une taille à peu près ordinaire de 50 000 tonnes, il faut à peu près une centaine de trains de 40 wagons. Donc la mise sur pied d'un corridor qui a permis effectivement de reprendre ces échanges économiques s'est avérée vitale. Les alternatives tentées par le Danube, le Danube, ça avait quand même quelques chiffres qui étaient intéressants, mais par le train et par la route, c'était évidemment absolument pas assez dimensionné. Côté russe, les exports de pétrole, on en parle pas mal en ce moment, par voie maritime, évidemment. Ces exports de pétrole représentent une part tout à fait substantielle des rentrées en devises, à peu près 60% des exportations en volume financier proviennent effectivement des exportations d'hydrocarbures. La marine ukrainienne n'a pas de capacité, puisqu'elle n'est d'agir évidemment en dehors de la mer Noire, pour contraindre ces exportations et travailler effectivement sur la contrainte stratégique. Voilà. Et la Russie contourne les sanctions internationales en mettant sur pied une flotte fantôme qui effectivement permet de continuer à exporter. Le deuxième invariant, c'est que prendre une côte ennemie depuis la mer, ça nécessite une concentration de moyens et ça doit être une action qui doit être conduite dans les tout premiers temps. Donc je reviens effectivement sur la tentative d'une opération amphibie à Odessa que finalement les Russes ont décidé de ne pas conduire. Et si on n'y va pas dès les tout premiers temps, eh bien je pense que ça démontre bien que ce sera une opportunité qui est ratée. Un des troisièmes invariants, c'est les capacités de minage maritime, bien sûr en environnement côtier, qu'elles soient défensives ou offensives. Il y a aujourd'hui à peu près sans doute 1 millier de mines en mer Noire, ce qui souligne bien sûr l'enjeu d'être capable de déminer, notamment pour rétablir les échanges économiques stratégiques que j'évoquais précédemment. Et puis enfin, mais bon, ça c'est quand même assez basique, être statique c'est être mort. Et la mobilité en mer, c'est un facteur de succès pour l'offensive et un facteur de survie si vous n'avez pas saisi l'initiative. Voilà, alors quelles sont les autres leçons peut-être un peu plus actuelles que nous avons tirées? Le premier point, je pense que c'est que tout utile que puisse être l'observation du théâtre de la mer Noire, il n'est pas totalement représentatif des problématiques de haute mer qui sont aussi celles de la marine nationale française, qui a vocation à opérer depuis tous les océans, notamment puisque nous en sommes des riverains. Alors aujourd'hui, on poursuit nos efforts pour raccourcir la boucle de décision, et si je devais être le plus synthétique possible pour décrire ce que c'est, la boucle de décision, c'est le temps entre la découverte d'un mouvement, d'une menace et sa destruction. On doit comprendre plus vite, détecter dans des milieux qui sont surchargés, et donc ça nécessite de détecter des signaux faibles dans une masse considérable d'informations. Donc on travaille au développement de systèmes qui sont centrés sur la donnée. On en collecte aujourd'hui énormément. On a des data hubs embarqués sur nos bâtiments de combat. Et
voilà, on accumule ces données, puisque, vous le savez, comme moi, elles sont le carburant de systèmes d'aide à la décision à base d'intelligence artificielle sur lesquels nous travaillons. Donc on doit aller plus vite et anticiper davantage pour comprendre et prendre l'ascendant, et on s'y emploie. C'est d'autant plus vrai pour nous que nous sommes au contact quotidien des forces russes, au large de nos approches, dans des espaces internationaux de nombreuses zones, que ce soit dans l'est de la Méditerranée, en Atlantique Nord ou en Baltique. On est au contact tous les jours. Le deuxième point, c'est l'importance de maîtriser ce que l'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire le champ des ondes qui supportent les échanges de données, que cela vienne de l'espace, à travers le GPS par exemple, ou de beaucoup moins haut, voire directement du sol. On travaille à regagner de l'agilité dans ce domaine. On a pu effectivement travailler sur des cycles de développement qui sont extrêmement rapides. On expérimente, on déploie sur les théâtres d'opération, et puis effectivement, après, on déploie. C'est le cas, par exemple, des brouilleurs pour les drones, ou sujets sur lesquels on a pu notablement progresser. Et c'est très bien, puisque les drones Shahed d'origine iranienne prolifèrent, et je pense qu'on a bien pris en main cette menace. Et puis le troisième leçon, mais il y en aurait bien d'autres, c'est la nécessité de disposer à la fois des armes d'usure, vous l'évoquiez, et aussi des armes de décision, celles qui disposent de précision, de sûreté et de la létalité qui produit l'effet que l'on attend. Je détaille un tout petit peu. En mer, on a certes effectivement des tentatives de rupture par des armes rustiques et de masse que l'on doit prendre en compte, mais ça se poursuit toujours par un retour vers la technologie. Le général Hardy présentait, il y avait une photo d'un drone ukrainien. Les drones de surface ukrainiens, au début, étaient très, très rudimentaires. Et puis, hop, on est de retour à la technologie, puisqu'on a aujourd'hui des drones qui ont des capacités de défense aérienne pour détruire des hélicoptères en vol, parce qu'effectivement, les Russes, de leur côté, ont été capables de prendre ces drones rudimentaires en compte. Donc, on a toujours un contournement et un retour par la technologie. Enfin, et j'en terminerai là, on ne doit pas tunneliser sur ce seul conflit, aussi létal et stratégique soit-il. On a des intérêts français concernent de nombreuses zones géographiques que je ne citerai pas. Et puis enfin, je pense qu'on avait pris de bonnes orientations, mais on doit bien sûr poursuivre nos efforts sur les entraînements tactiques les plus exigeants, et notamment le concept Polaris qu'on a lancé en 2021, qui semble constituer une réponse qui est intéressante et qui s'oriente dans la bonne direction, en adoptant une approche qui est complètement différente. Et il semble que cette approche, elle est plutôt payante à travers la lecture que l'on peut faire de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine pour son volet maritime, et puis de ce que l'on a démontré également en mer Rouge. Mais il y a bien sûr beaucoup à faire, et on poursuit nos efforts. Voilà, je vous remercie.